Il y est. Jake, est-ce que vous m'entendez? Jake, vous m'entendez? Bon réflexe pupillaire. Réponse auriculaire normale. Ça va, Jake? Salut. Bienvenue dans votre nouveau corps. Parfait. On va y aller tout en douceur, Jake. Et touche ton pouce avec tes doigts. Oui. Le pouce avec les doigts. Pas de problème. C'est génial, ça t'a pas oublié. Ouais. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. Allez-y doucement. Attention, Jake. Voilà. Pas d'attaxie du tronc, c'est bien. Vous n'avez pas la tête qui tourne, des vertiges? Voilà. Vous remuez les orteils. C'est C'est bien, parfait. Jake. Bonne motricité distale. Bien, Pas Jake. d'antilose, vous n'avez mal Formidable. nulle part? Bien. Non. Ah, non. Restez Attendez. assis. Allez-y doucement. Faites attention. On a encore une série de tests sensorimoteurs à faire. Alors allez-y, mollo. Non. Oh, Jake. Attendez, Non, Jake. asseyez-vous. Écoutez-moi. Oh. Jake. Je vous demande de vous asseoir, Jake. Ça va. Écoutez-moi. C'est bon, ça va, c'est Jake, bon. il Qu'est-ce faut qu'il rester fait? assis. Empêchez-le. Allez-y, obligez-le à se rasseoir. Écoutez-moi. Pour votre sécurité, je vous demande de vous rasseoir. Vous n'avez pas encore la maîtrise de votre avatar. Jake. Non, Jake. Non, arrêtez. Attention, arrêtez. Attention. Sédatif. 1000 mg de supitocal. Vite. Attendez. Oh. Jake, écoute-moi, il faut que tu prennes conscience de ton corps. Tu n'y es pas encore habitué, c'est dangereux. C'est le pied. Jake. Arrête. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble lace. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 42. Cette semaine, émission traverser l'écran, abolir les frontières et plonger dans le réel. Nous, on aime le cinéma, les films en technicolor, les trucages, les décors. Rien que vous et nous, on s'envolera ce soir au cinéma, avec vous. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Dorothée. Donc nous allons ce soir parler de cinéma une fois de plus et plonger dans le réel à l'occasion de la sortie aux presses universitaires de Rennes d'un gros ouvrage de l'immersion au cinéma sous la direction de Marc Christie, Grégory Vallet et Jean-Baptiste Massuet. Jean-Baptiste Massuet qui est notre invité exceptionnel ce soir. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous revoir parmi nous pour presque finir cette saison parce que donc c'est l'avant-dernière de la saison. Donc c'est bien que de temps en temps Jean-Baptiste sorte des livres, comme ça nous évite d'avoir à trop travailler et c'est lui qui vient parler. Et pour parler de ce joli programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il a carrément fleuré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. C'est la panique ce soir, tout le monde oublie les trucs. Ah ouf, là, c'est n'importe quoi. Mais il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Avant de passer à la section critique, enfin pas critique, on va dire discussion de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Tiré des fameux secrets professionnels du docteur Hufflegloop, nous le rappelons, un film tout à fait recommandable. Que Jean-Baptiste ne connaissait pas. Non. Ah non, c'est un de mes films cultes de mon enfance, quand j'étais petit. Donc agenda local et après je fais un peu l'agenda national des sorties de l'été. Donc le gros événement à Rennes dans le culturel, l'art et essai, c'est bien évidemment le changement de direction au cinéma Arvor parce que Eric Gouzanet a pris sa retraite et à partir d'aujourd'hui, comme quoi l'art et essai et le monde de la culture vont vraiment très très mal, c'est Antonin Moreau qui prend la direction artistique du cinéma Arvor. Voilà. Je lui donne pas 2 ans. Ah ouais. En tout cas, pour l'instant, un bilan bien négatif pour Antonin. Oui, pas très convaincant. Non, je crois voilà. qu'il faudrait qu'on fasse une émission d'ailleurs pour dire à quel point c'est... Sur ces 2 premières journées, voilà, vraiment, il a merdé quoi. Ah, on peut le dire, on peut le dire. Je pense qu'il a pas su transformer l'essai. Pourtant, il est rentré dans le match sans état d'âme. Hein. Exactement, on peut le dire avec toute la meilleure volonté du monde. Mais voilà. On ne refait pas le match. Ben non, voilà. Donc voilà, bravo Antonin quand même. Hein, mais voilà. oui, en fait on rigole. Oui, un peu. Ouais, en partie. Voilà. Programmation. C'est parce qu'on est jaloux en fait. C'est parce qu'on est horriblement jaloux. C'est pour ça. Exactement, d'avoir des responsabilités. Ben voilà. On aimerait tant avoir des responsabilités. Toujours à l'Arvor cet été, donc il y aura un cycle santé donc consacré à l'alcool et l'alcoolisme au cinéma avec
Très bonne idée. La Bête Lumineuse. La Bête Lumineuse. Ah ouais. Si vous avez jamais vu ce film-là, allez voir La Bête Lumineuse. C'est un des documentaires les plus dingues qui existent au monde. Exactement. Ouais, c'est incroyable. Il y a quoi d'autre? Je sais pas, j'ai pas sous les yeux. Il y a un seul dans l'hiver. Oui, qui passe ce soir. African Fright, la semaine non prochaine. Wake in Fright, il pouvait pas, il y a plus de droit salle. Ils sont grands des arbres. Ça finit par Les Incorruptibles. Ok. Sinon, il y a un cycle Cinévorax, donc pour les petits et les grands. Comment tu t'appelles, avec des films avec des enfants. Et c'est des prénoms dans le titre, mais j'ai perdu plein de trucs. Il est arrivé, il a plus rien. Et sinon, quand même. Je crois qu'il y a Mia, pas Mia, ma petite sœur. Maya, ma petite sœur, Ameyuki, tout ça. Ouais. Plein de bons trucs en tout cas. Les enfants loups. Et sinon, il y a un cycle donc de la première vague de Claude Chabrol, puisqu'on le rappelle que les films des droits de la période pompidolienne, la meilleure période de Chabrol, ont été débloqués, les copies sont restaurées. Est-ce qu'il y a la décade prodigieuse? Pour l'instant, c'est pas dans la première vague. Là. Ça va venir, Erwan, ça va venir. Décade prodigieuse qui avait été critiquée de manière dessinée par Gottlieb. Exactement. C'est comme ça que j'ai découvert le film et ça avait l'air génial. Sinon, donc, sortie nationale de cet été, donc jusqu'à la fin du mois d'août, on va passer un super été, mais pas au cinéma visiblement. Et ça commence dès demain avec Jurassic World Renaissance de Gareth Edwards. Ouais. Je suis un peu hypé, hein. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il y a aucune raison objective. Non, effectivement, il y a aucune raison. Je suis un petit peu hypé. La bande-annonce est pas horrible ici. C'était qui? C'était les 4 précédents étaient nuls. Colin Trevorrow. C'était Colin Trevorrow qui est pas. Et Bayona. Et Bayona a fait plutôt pas trop mal. Qui était nul à chier aussi. Qui était moins nul que les autres, mais qui était nul à chier. Sinon, puisque visiblement t'es un esthète, Jean-Baptiste, pour toi il y a le nouveau Quentin Dupieux, L'accident de piano. Non, j'ai fini, ça a arrêté, c'est fini. Ah bon, c'est fini. Oui, c'est fini. Enfin, t'es raisonnable. Oui, non. Très bien. Il a fait 2 très mauvais films. Ça, par contre, tu vas aimer parce que je sais que t'as aimé ses précédents, L'Aventura de Sophie Le Tourneur avec Philippe Catherine, qui est la suite de son voyage à Rome. Sans déconner. Ah, c'est trop bien. Non, pas du tout. Elle, pour le coup, j'ai vu tous ses films, tu n'en aimes aucun. Ah, si, t'as vu ces 3 films là, les 3 films dont tu parles? Ah non, tous les films de Sophie Le Tourneur, pas Jurassic World, parce que je me dis putain, il a des entrées et tout, lui. Attention. Non, j'ai vu tous les Sophie Le Tourneur. Voilà. Il sort quand celui-là, tu dis? Semaine prochaine ou demain, je crois. Je sais plus, j'ai pas vraiment vérifié parce que ça m'intéressait pas beaucoup. Mais la semaine prochaine sort pour les fans de Super Sleep Superman de James Gunn. Qui est en fait du Zack Snyder en couleur, très clairement. Mais c'est pas forcément une qualité non plus. Hein. C'est bien ce que je dis. Mais Superman, j'ai l'impression que c'est moisi de toute façon comme super-héros. Ah non, c'est le meilleur super-héros du monde, mais c'est complètement raté au cinéma. Quoi. Ouais, en film, voilà. Je veux dire en film. Les super-héros, on s'en fout un peu. On commence un peu à s'en foutre. J'ai vu qu'il y avait les 4. Oui, c'est prévu. C'est ça. Où ils nous ressortent encore le coup de Galactus et de la surfeuse d'argent cette fois-ci. Donc ça va être aussi peu intéressant. Voilà, donc ça sort. Alors que les BD sont super. Ça sort fin juillet, les 4 Fantastiques, mais avant ça, il y aura Other, un film de David Moreau. C'est pas le mec qui a fait Il ou un truc comme ça. Ouais, avec Xavier Palul. C'est ça. C'était très mauvais, ça. Oui, c'était excellemment mauvais, oui. Il y a une comédie marseillaise, Marius et les gardiens de la cité aux Phocéennes, avec Soprano. Donc pour les petits et pour les grands, des mystères à Marseille. C'est une version française des Gardiens de la Galaxie. Peut-être qu'il y aura aussi des gags avec des slips comme dans les Gardiens de la Galaxie. D'accord. Voilà. Mais il y a une grosse vibe Marseille exploitation en ce moment. Ah oui. Ouais, il y en a, ça commence à en faire pas mal. Sinon, il y a un film qui s'appelle Le Rire et le Couteau, dont on m'a dit beaucoup de bien, qui dure 3h30, qui est un genre de Make to My Love, mais genre en Amérique du Sud. Je suis chaud patate. Oh non. Oh si. Mais un des meilleurs films des 15 dernières années, Make to My Love. Chef-d'œuvre. Un film dont on n'a bien rien à foutre, c'est le nouveau Ari Aster, Eddington, qui va probablement encore durer 4 jours, avec Joaquin Phoenix. On l'a perdu lui aussi. Ressenti 4 semaines. On l'a perdu, pour moi on l'a jamais eu, parce que dès le début, à part on va dire la première heure d'Hérédité qui est sympathique, après c'est mauvais et puis le reste est nul. Le premier quart d'heure de Midsommar en version longue. J'aime bien Midsommar en fait, moi. Il y a vraiment un truc dans ce Mais vraiment que le début. J'ai toujours du mal avec l'actrice. Jean-Baptiste déjà. J'ai toujours du mal avec l'actrice. Moi je trouve qu'elle est trop renfrognée dans ce film-là. Mais il y avait un petit truc dans ce film. Je sais pas, il y a un truc qui me travaille. J'y repense des fois. Oui, moi aussi je me dis que c'était vraiment de la merde. Mais bon, pour nous les esthètes, il y a le nouveau film Les Schtroumpfs avec la musique de Rihanna. Il y a que des. C'est incroyable. C'est ça qu'on veut. Beau programme. Et oui, il y a le remake ou reboot de Souviens-toi l'été dernier. Après ils vont nous faire Mortel Saint-Valentin. Teaching Mrs. Tingle. Mais bon, Urban Legend 2. Urban Legend 2. Qui est le meilleur quand même. C'est évidemment le meilleur. Sinon, pour vous les romantiques, il y a le 31 juillet, pure bonne date pour ça, le Dracula de Luc Besson, A Love Tale.
Putain, mais ça va être pénible cet été là. Oh là Il y là. Je vais rester chez moi Le regarder. Karate Kids Légende, Ouais, avec j'ai vu Jackie ça. Chan et le gamin du premier Karate Kid, Marciano, je sais ouais, plus. je sais J'ai jamais vu un seul Karate Kid. Moi non plus. Ça, c'est vraiment un Il y a truc américain. une suite 20 ans après de Freaky Friday, donc Freaky Friday 2 avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Pourquoi Ok, oui, non, pourquoi Pourquoi Et tout ce que tu as dit jusqu'à présent, on pourrait dire pourquoi. Il y en a fait. le reboot suite de Y a-t-il un flic avec Liam Ah là là, Neeson ouais, j'ai vu la bande-annonce. de Ça a Seth- l'air pas bien. Seth MacFarlane, je crois. Ah là là. Ah oui, Ouais. c'est Alors, McFarlane. ça c'est une honte parce que la bande-annonce en plus ils utilisent Son of the Police de KRS-One qui est quand même une chanson quand même hyper Ah bah écoute, hyper c'est rebelle. Hollywood, et c'est pas la lutte- honte qui ah les ouais, étouffe. ils ont c'est vraiment zéro honte quoi, zéro honte quoi. Je franchement, reste quoi. un peu curieux quand même. Je sais Non, pas ce qu'ils vont faire. Mais non, mais je suis ça a curieux de l'air savoir Moi, je qu'est-ce qu'ils vont pense faire. en Liam fait. Neeson à mon avis c'est du enfin moi je pense que ça sent le miscast. Tu sais ce qu'ils vont faire, Jean-Baptiste km à la Tu sais ce qu'ils vont faire, Jean-Baptiste De la merde, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Ouais, mais ça reste intriguant. À quelle sauce de merde on va être mangé en fait. À Déjà, propos de potentielle merde, il y a Alpha, le nouveau film de Julia Ducournau, après Titan et Grave. Oh. Après, le film s'est fait tracher à Cannes, donc pour le coup, tu dis, ah, pourquoi Ouais. pas Ouais. Mais j'y crois pas non plus. hein. Non. Et pour finir, ça par contre, c'est pour moi une comédie française qui s'appelle Papa Mobile avec Caméra qui joue le pape. Oh là là, mais C'est le non, programme mais- de l'été, les enfants. Non, hein, mais c'est- y a pas des bons trucs sérieux, y a pas une chinoiserie qui sort ou un machin, quelque chose quoi. Enfin, Non. y a vraiment rien quoi. Le tueur qui est en VOD, si tu veux. Voilà. Mais en salle, non. hein. Ah, moi, j'ai dit, à part le rire et le couteau, il n'y a rien qui m'intéresse. Non mais il y a un c'est film bon. avec Cadmerat qui joue le pape et le tueur qui est en VOD quoi. Oui. Non mais bon. Voilà, on va Bon, bah, passer... je vais rester regarder les films chez moi. Voilà, on ira Ça va être à ça. la plage. On va passer à la section critique de cette émission et la vie est comme un film. I ain't new to the game, man. En attendant Godard sur Skylab, et donc c'était MOB, Members of Bird Gang, avec Jim Jones, Stack Bundles, Mel Matrix et Max B avec Life's Like a Movie. Car la vie est comme un film quand on lit de l'immersion au cinéma qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes, donc co-dirigé par Marc Christie, Grégory Vallet et Jean-Baptiste Massieu, et qui est notre invité ce soir pour parler justement de ces sujets de l'immersion au cinéma. Donc dans ce gros ouvrage qui sont les actes d'un colloque, C'est un colloque qui a eu lieu en 2021. de bel objet de 400 pages quand même, mais donc on a toute une approche de l'immersion, on va dire, en termes techniques sur différentes inventions ou procédés qui ont pu être inventés au fil du temps. Notamment, on avait déjà parlé ici avec Grégory Vallet de Glass Trumbull et du Shawscan, mais il y a aussi donc un poste technique, que ce soit visuel ou bien sonore, avec le système Dolby de Walter Murch. Après, ça part, on va dire, sur des conceptions parfois plus théoriques et même pratiques de la question de l'immersion au moment même de la fabrication des films. Il n'est pas uniquement des films, il y a aussi, on va dire, comment c'est repensé dans les espaces muséales, à la télévision, enfin, sur différents genres de processus et de lieux, et où toutes ces questions de l'immersion peuvent entrer justement en question, parce que cette question de l'immersion est un peu une genre de tarte à la crème finalement du cinéma, et vous en parlez dans le livre qui notamment avait été beaucoup remis sur la table au moment de la sortie d'Avatar par le prisme de la 3D justement, et de dire que vraiment on pouvait rentrer dans l'histoire, vraiment faire partie de l'action et compagnie. Et ça avait été aussi un peu discuté déjà avec les films de Robert Zemeckis en cinéma virtuel. Les trois étaient en 3D, même le Pôle Express. Oui, le Pôle Express était déjà en 3D, il me semble. Ouais. Et donc voilà, et donc c'était beaucoup re-questionné là-dessus sur la 3D, ça permet de mieux s'investir ou s'immerger dans un univers, mais évidemment ça recoupe des questionnements et des questions beaucoup plus vastes que la simple 3D qui est juste un seul des procédés techniques pour cette question de l'immersion, d'autant que même dans l'immersion, on le voit dans le livre, il y a plusieurs définitions possibles qui sont données entre l'immersion ludique, l'immersion narrative, l'immersion spectatorielle, l'immersion actorale, qu'est-ce que l'immersion, la distanciation, donc de voir un petit peu comment est-ce que tous ces procédés et ces concepts-là peuvent fonctionner. C'est un peu le but de ce colloque et de ce bouquin, du coup, Jean-Baptiste. Ouais, tout à fait. Alors, le colloque, d'ailleurs, il s'est tenu dans un cadre un peu particulier parce que c'était au sein d'un projet ANR, donc financé par l'Agence nationale de la recherche, qu'on a co-dirigé avec feu notre collègue Gilles Moelic, voilà, à qui l'ouvrage est aussi dédié. On a co-dirigé donc autour de la société Aaton et du travail de Jean-Pierre Boviala.
Et le principe de ce projet ANR, c'était aussi de réfléchir à partir de ce cas particulier. C'est quoi ANR, d'Ayton. Jean-Baptiste? Agence nationale de la recherche. Si tu suivais, je l'ai dit à l'instant. C'est vrai. C'est pour voir si tu suivais toi. Et ouais, du coup, le principe de ce projet, c'était de réfléchir à partir de ce cas particulier pour ensuite ouvrir à des questions plus générales, notamment parce que la société Ayton, elle s'est inscrite dans des registres réflexifs un peu différents, à la fois du côté donc, de la transition numérique, puisque ça a été aussi un acteur de cette transition en termes de matériel de production, de production de matériel audiovisuel, pardon. Et Boviala a été très longtemps obsédé par la question de l'immersion sur le tournage, en fait, d'avoir des caméras les plus réduites possibles pour permettre une forme de liberté de la part des cinéastes. On sait qu'avec Godard, il y a eu énormément de travail pour fabriquer une toute petite caméra, que 35, que Godard aurait pu se porter dans sa voiture juste pour filmer un ciel en voiture. Oui, parce qu'il y a ça, il y a aussi à la fois l'immersion du spectateur et une immersion qui pourrait être facilitée par des processus techniques au tournage même, où justement on peut entrer dans des interstices, on peut suivre plus facilement les acteurs. C'est ça. Pour justement essayer de renforcer finalement une impression de réel qui aiderait le spectateur à mieux rentrer dans l'histoire, alors que finalement ces mêmes procédés d'immersion après sont utilisés dans des films fantastiques, des films de science-fiction qui sont a priori irréalistes. Ouais, en fait il y a quasiment une sorte de contamination de l'immersion sur le tournage vers l'immersion dans le film, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces techniques réduites ou ces approches réduites de la caméra vont permettre par la suite aux spectateurs de plus s'immerger eux-mêmes dans le film, parce que comme le cadreur est plus en proximité avec les personnages, et ben du coup les spectateurs aussi le sont. Il y a un cas de figure assez connu dans Des mineurs de Catherine Bigelow, qui est un film tourné avec des caméras Aton, où Bigelow a utilisé des caméras à minima pour les moments où c'est Jeremy Renner qui est dans une voiture en train d'essayer de trouver les fils d'une montre dans la voiture, et en fait le cadreur est dans la voiture avec Jeremy Renner avec une caméra à minima qui est toute petite, et du coup la sensation de proximité, d'étouffement du personnage est restituée par la petitesse de la caméra. Donc ça a été finalement c'est plus de l'identification que de l'immersion. Alors un peu, mais là disons que le côté c'est comme le cadreur peut s'immerger littéralement, c'est-à-dire se mettre en condition pour être au même endroit que l'acteur, il y a cette dimension immersive qui a été commentée avec ce terme-là. Mais comme tu le dis bien, comme tu l'as rappelé, le terme d'immersion, en fait, il est problématique parce qu'en fait, il est utilisé un peu n'importe comment. Et au bout d'un moment, il en vient presque à faire contresens par rapport à ce qu'on veut défendre dans les films. On va sans doute y revenir, mais c'est effectivement un terme qui a été un peu utilisé, un peu trop à toutes les sauces, alors qu'il appartient à un contexte particulier. Il est né à un moment donné où on a fait les premières expériences sur la réalité virtuelle, notamment. Et il s'est mis à rebours à désigner des conceptions de rapports entre le spectateur et le film qui remontent à très très loin, en fait. Parce que par exemple, imaginons, prenons un exemple dans un film, quand il y a des séquences qui sont en point of view, par exemple, où on suit donc un spectateur, il y a pas mal ça dans les films d'exploration, dans les films d'horreur, on suit le point de vue d'un personnage, donc c'est l'identification qu'on a plutôt au personnage, mais en même temps c'est aussi de l'immersion, parce qu'on ressent peut-être plus la peur qu'il a, ou l'angoisse qu'il va avoir. Est-ce que l'immersion, c'est être le personnage ou c'est être avec le personnage? En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'on distingue en introduction deux grands pôles d'appréciation de l'immersion. Il y a l'immersion mentale d'un côté et l'immersion physique de l'autre. Et c'est vrai que souvent, la notion d'immersion, elle est venue de l'immersion physique. Pardon. C'est le fait, effectivement, que notre corps ressente des choses au-delà simplement de ce qu'on voit, de la narration, etc. Comme si un personnage plonge dans l'eau, nous aussi, avec des procédés de 4DX, on peut ressentir ça, on est immergé avec lui dans les mêmes éléments. Exactement, et même avec le son. Le Dolby, c'est ça, l'idée que le son arrive de partout, on a l'impression d'être effectivement immergé physiquement dans le film, et la 3D, l'écran large, tout ça participe en fait de cette immersion physique. Les grands formats, l'IMAX. Voilà, exactement. Alors que l'immersion mentale, c'est ce dont tu parles, c'est le côté identificatoire, effectivement, par des procédés narratifs, d'écriture de personnages, de mise en scène, on va adopter le point de vue de personnages pour être plus en phase émotionnellement avec eux. Et là, on parle d'immersion plus mentale, pour le coup, mais qui finalement recoupe toutes les notions de suspension d'incrédulité, de choses comme ça, en fait. Donc c'est ça qui complexifie aussi la notion, c'est que le même terme est utilisé pour désigner des choses extrêmement différentes. Et même l'exemple que tu prends entre l'immersion, enfin le fait qu'on s'identifie à un personnage ou qu'on ait un personnage avec le point of view, c'est-à-dire la vue subjective, c'est pas du tout la même chose.
au point même où parfois on est plus immergé dans un film où on n'est pas en vue subjective. Ou dans un jeu. Alors que la vue subjective va au contraire nous sortir du personnage, parce que justement, comme on voit plus son visage, il y a plus cette idée de. Et puis on se retrouve quand même, on a quand même conscience vaguement d'être dans un corps qui n'est pas le nôtre. Exactement, et qui bouge. Et ça c'est troublant, c'est plus facile à accepter, je pense, mentalement, de se dire, tiens, le mec marche dans la jungle, le caméraman est 5 mètres derrière lui, je suis 5 mètres derrière lui, donc je l'accompagne et je ressens finalement ce qu'il ressent, mais par proxy. Ouais. Plutôt qu'effectivement d'avoir d'avoir la première personne qui va provoquer un autre type d'effet qui certes plus immersif sur le coup, mais qui est quand même dérangeant dans la mesure où tu as quand même conscience que c'est pas ton corps qui bouge, quoi, quelque part. Ce qui est le problème, ce que j'ai ressenti aussi avec la VR. Hein. La VR au départ c'est curieux. Là n'est pas là en fait. VR et 360, Thibaut. Oui, moi le livre, tout en étant honnête, je l'ai pas lu, bien entendu en entier. Mais c'est vrai que quand on parle d'immersion, c'est souvent la tarte à la crème, c'est de dire Avatar. Puis en plus que la 3D a amené de vraiment une immersion, j'ai envie de dire, colossale d'un point de vue du spectateur. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous faites une approche historique, c'est que vous ne parlez pas que du cinéma, vous parlez également du pré-cinéma. Et il y a un photogramme qui est... un croquis, un schéma. Il y a 2 photos en fait qui sont hyper intéressantes. Tu parlais de réalité virtuelle, donc via le casque de réalité virtuelle. Mais en fait, au final, qui c'est qui a inventé le casque de réalité virtuelle? C'est Edison avec le kinétoscope. Donc déjà de faire... Où tu es immergé dans un cadre aussi. Voilà, donc de faire en fait cet immense grand écart en se disant mais oui, mais l'immersion en fait c'est lié à un processus moderne et j'ai envie de dire contemporain, mais en fait non, la modernité elle existe déjà dans les années 1800. 19e en fait, même avant, enfin 18e. Et en fait il y a un texte, en fait tout ce qui était pré-cinéma, tout ce qui était proto-cinéma, en fait on était déjà au final dans cette logique-là, même dans les pantonymes. Donc ça, je trouve ça... Je trouve ça intéressant. J'ai découvert plein d'appareils que je connaissais pas. Moi. Alors en fait, il y a l'approche historique qui est bien entendu ultra valable, et je trouve qu'il y a une approche également, comment dire, pas thématique, mais on va dire purement cinématographique, dans le sens où on va parler de films qui sont célébrés comme tels, comme du cinéma immersif, et qui ont eu des papiers et de retours, on va dire, de qualité, du cinéma de qualité, on va dire ça comme ça. Or, tous les bons films ne sont pas forcément immersifs, et certains mauvais films peuvent être également immersifs. La problématique Michael Haneke est envisagée, vous parlez même d'Aquaman, Gemini Man, on en avait parlé dans cette émission, on sait que le film est problématique parce qu'en fait il est... Parce que il est ultra bancal, même si la figure d'Ang Lee est ultra intéressante. C'est-à-dire que la forme même du film est plus intéressante que ce que ça raconte. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que vous rendez hommage, en fait, et notamment, je vais retrouver le nom de l'autrice, c'est que vous rendez hommage en termes d'immersion du spectateur, non pas via la question du regard n'est peut-être pas suffisante dans le dispositif d'immersion. Il y a peut-être un tout global, et ce tout global immersif, c'est William Castle qui l'a... Oui, c'est le texte de Aude Weber-Houdet. Voilà. Et bravo en fait de remettre en fait sur le devant de la scène. Castle avec justement tous les procédés d'investir la salle, des créatures qui sortent. Il y avait en fait, c'est son panique à Floride habitueux dessus. C'est du proto-GADX. On peut inventer comme ça. On peut toujours revenir. Ouais, avec un côté grand guignol, quoi. C'est-à-dire c'est un mélange de théâtre grand guignol, effectivement. Et on peut toujours, en fait, on peut toujours revenir un petit peu en avant et voir en fait ce qu'on pense comme une modernité contemporaine. En fait, cette modernité existe depuis le cinéma, parce que le cinéma est un art moderne par définition. Parce que mon ami, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme, exactement. Et ce qui est marrant par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il faut aussi remettre sur le devant de la scène le fait qu'on quand on pense immersion, il y a différents imaginaires qui se télescopent un peu. Et en fait, le point de vue qu'on porte sur le passé va dépendre du regard présent qu'on porte sur ce passé-là. Quand tu parles du kinétoscope d'Edison, effectivement, quand on voit un bouquin sur l'immersion, on voit ce photogramme, on se dit bah oui, c'est Edison qui a inventé la réalité virtuelle. C'est bien sûr. Mais en fait, il pourrait y avoir une autre vision du kinétoscope, c'est de se dire finalement il a inventé la télévision, puisque c'est le premier à faire un dispositif qui permet un visionnage individuel et pas en salle. Et c'est Bertrand Tavernier qui disait qu'Edison avait inventé Canal+, en fait. Et avec un vrai dispositif voyeuriste, parce qu'en plus il faut coller son œil comme un trou de serrure. C'est pour ça d'ailleurs que... Alors moi je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais très jeune dans un musée en Angleterre, genre à Brighton ou un truc comme ça, un musée avec des vieilles attractions. Et je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait épaté.
Et je savais pas que c'était des kinétoscopes à l'époque. En fait, c'était des espèces de petites visionneuses. Alors, tu en avais avec des photos, puis tu en avais avec des petits films, avec des petits films porno. Avec des petits effeuillages. Alors, C'était les premiers peep shows. Et c'est ça le truc. Et donc, t'avais vraiment ce sentiment de voyeurisme, là, pour le coup, très concret. C'est-à-dire que tu mettais ton œil dans un trou de serrure et tu voyais une jeune femme de 1900 enlever ses vêtements, quoi. Et donc, du coup, c'est assez marrant de voir comment le voyeurisme, il est déjà contenu dans ce qui n'est pas encore le cinéma totalement, quoi, en fait. Tout à fait. D'autant qu'en plus, dans toutes les, on va dire, les visions de cinéma dont les différents auteurs et autrices reviennent sur l'ouvrage, c'est vraiment un panel très large. Donc il y a du Michael Haneke, il y a du Ready Player One, il y a le Dogme 95, il y a Prometheus, il y a les parapluies de Cherbourg, avec à chaque fois une problématique où justement sur cette question de l'immersion, par exemple, un truc auquel on ne penserait pas forcément, qui est dans les films de Jacques Demy avec les parapluies de Cherbourg, qui est l'immersion par les décors et par l'irréalisme finalement des décors, de se dire que c'est un truc qui est tellement fantaisiste, qui n'existe pas dans la rue, dire une vision aussi colorée de la vie finalement, mais qu'il y a quand même une notion d'immersion parce qu'on entre dans un monde purement fictionnel et ce n'est pas par des procédés narratifs ou bien le scénario, mais par des purs procédés visuels qui sont le décor et puis la photo, où finalement ça apprend un peu à rebours, tout en la complétant les textes de Roger Houdin sur l'entrée dans la fiction, justement, où ça part par un prisme, on y va direct sur un truc qui n'existe pas et vous allez accepter que ce truc n'existe pas et c'est comme ça que vous allez croire à ce contrat de lecture. Moi, je pense que là justement ce contrat de lecture il dépend aussi vachement quand même moi je trouve d'éléments générationnels, parce que moi je vois bien en tant que spectateur à quel point tu vois des films des années 70-80, dès qu'il y a de la maquette, dès qu'il y a de la peinture mate, moi ça marche tout de suite en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est des effets, je sais que c'est de la maquette, par exemple, exactement, je sais que c'est du studio, mais en fait j'oublie que c'est du studio parce qu'en fait il y a une matérialité du décor qui fait que le décor ça peut être Métropolis en fait, et ça peut être des effets optiques, la matérialité du décor, le fait de me dire ah tiens ils ont quand même construit quelque chose, même si ce quelque chose c'est une petite maquette, ça donne du corps en fait au truc. Et moi je me rends compte que d'un point de vue générationnel, je pense que j'ai beaucoup plus de mal à accepter l'image virtuelle, tu vois, c'est-à-dire que pour moi il y a une platitude parce que c'est une question d'habitude du spectateur exactement, c'est une question d'habitude du regard. Je pense que des gens qui ont 20 ans, 25 ans ne voient pas forcément les choses de la même manière, quoi. Il y a un beau texte d'Olivia Dorado dans le bouquin que j'aime bien sur la question du bagage mémoriel en fait du spectateur. C'est-à-dire que finalement tu vas pas voir les effets spéciaux de la même façon en fonction du nombre de films que tu as vus. C'est pas uniquement une date en fait, c'est aussi la cinéphilie qui forme ton regard en fait et qui fait que tu vas apprécier une certaine forme visuelle et pas d'autres, etc. Après tu peux aussi en apprécier des traits différents. Bien sûr. Oui. Mais il y a quand même une question de bagage mémoriel. Oui. Effectivement, même celles que tu vas apprendre à apprécier, tu les apprécies en comparaison avec d'autres qui t'ont construit aussi, qui ont construit ton regard. Notamment ceux que tu as vus quand tu étais jeune, quoi. Exactement, bien sûr. Ouais. Et juste pour revenir à ce que tu disais sur la variété des objets étudiés, c'est un truc qui nous tenait à cœur. En fait, l'idée qu'on avait à la base du bouquin, c'était qu'on voulait aborder la question d'immersion de manière un peu inattendue. C'est que souvent, la notion d'immersion, on la pense justement au niveau des nouveaux dispositifs, des trucs un peu immersifs en termes de réalité virtuelle et compagnie, des casques, machin comme ça. Et en fait, on ne voulait pas aller dans cette voie-là. C'était un peu une ligne directrice qu'on s'est fixée. On dit on pourra en parler rapidement dans la dernière partie, en dépassant un peu le cadre. Mais nous, notre idée, c'était vraiment d'être sur les films. C'est-à-dire, qu'est-ce que les films produisent comme type d'immersion, comme typologie d'immersion. Et en fait, il faut savoir qu'à peu près en même temps, mais ça, on l'a appris après le colloque et quand on commençait à réfléchir aux actes, à Montréal, il y a eu un autre bouquin qui a été co-dirigé et qui est sorti un peu avant le nôtre d'ailleurs. Co-dirigé, je crois, entre autres par Carl Terrien, autour de l'immersion, mais cette fois-ci avec les dispositifs vraiment physiques, en fait, d'immersion physique. Et quand on a appris ça, on s'est dit, il faut vraiment qu'on accentue cette ligne. Ce sera vraiment la ligne de l'ouvrage, en fait. Parce qu'on avait d'autres textes aussi, d'autres communications qui étaient un peu plus centrées sur l'immersion physique, et on a demandé aux auteurs et aux autrices de resserrer sur le cinéma. Et c'est vrai que le bouquin, du coup, il est conséquent, parce que finalement, il y avait beaucoup de choses. On a quand même eu des gens qui ont dit non. Ils avaient fait une communication, ils ont finalement pas voulu rendre de texte, donc fait qu'il y a moins de textes qu'il aurait dû en avoir quasiment. Il était long ce colloque, hein. Et il était assez copieux. C'était 3 jours, avec 3 keynotes. Alors, il y a une des keynotes, c'était Tim Smith qui a finalement pas fait de texte. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a les 2 textes qui inaugurent et qui concluent l'ouvrage, donc le texte de Martin Barnier et le texte d'André Gaudreau. C'était les keynotes, les 2 autres keynotes du colloque. Donc, il y a une forme d'organisation dans le bouquin dont on est assez content. C'est que finalement, dans la structure, il y a un truc qui se répond plutôt bien. Et surtout, il me semble que, alors j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que les textes
dialoguent bien entre eux en fait. Ouais, Il y a complètement. des résonances, ils se font écho. Ça, c'est des choses qu'on a rajoutées. On se dit, Ça dans se ce répète texte-là, pas trop, en Voilà, plus. on se dit, ça, on en parle dans ce texte-là un peu plus loin, etc. Donc, nous-mêmes, on s'est amusé à retisser des liens. Et ça part pas dans tous les sens, quand même. Vous avez quand même structuré, Ouais. enfin, vous avez une structure en 4 parties qui est quand même assez progressive et qui fait que ça se. C'est du travail de professionnel. Ouais, voilà, hein. et ça part pas trop. Voilà, et ça part pas trop parce que le risque, effectivement, avec un terme aussi. Comment dire, qui file un peu entre les doigts, quoi, comme le terme d'immersion. C'est vrai que le risque, c'est un peu de parler de plein de choses et de se dire, bon, bah, comment est-ce qu'on fait rentrer la chèvre et le chou dans la même. Et surtout qu'on va quoi. pas sur les choses un peu attendues, genre 2001. La carpe et le lapin, on n'en parle pas. la chèvre et le chou. Non, vous ne parlez pas de Gravity. Alors, de Gravity, voilà. Vous parlez pas de Gravity. Il est évoqué dans quelques textes, mais il y c'est a- pas le truc principal. Voilà, Dans il le est tien, pas, d'ailleurs, c'est je pas un crois. film. J'en parle un peu. Ouais. C'est pas un film moteur en fait Non, tout à fait. d'un texte. C'est vrai qu'il y a une belle exhaustivité là-dedans parce qu'on vraiment ça part pas dans tous les sens, mais on part dans énormément de directions. Vous parlez bien entendu de la caméra, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Vous parlez également de la captation en téléphone portable, mais vous êtes resté sur le cinéma parce que quand on parle d'immersion également, il y a une immersion télévisuelle qui peut apparaître. On a évoqué un petit peu Internet, la tu vois, télé. Twitch, des live YouTube, des mecs qui se filment. Vous parlez de la GoPro. Ouais. Et il y a un dispositif immersif qui commence à rentrer. C'est dans la la captation en fait sportive. D'événements sportifs. Là, du coup, ça, vous avez. C'est vrai qu'on n'en a pas aussi- parlé. Ouais. Vous avez évacué. Après, quand vous utilisez, quand il y a un papier sur la GoPro, qu'en fait, c'est un petit peu la même logique, mais le foot ou le cyclisme, voire même le basket, mes 3 sports de prédilection, mais on rentre un petit peu là-dedans où la caméra. D'ailleurs, je rejoins ce que disait le doc, c'est qu'en fait. Quand la voiture caméra de Jean-René Godard suit Oui, mais du l'échappée, coup, ça te fausse ta représentation. Ça crée une nouvelle problématique dans ton cerveau parce que tu ne sais pas comment te positionner toi en tant que spectateur de sport. Parce qu'en fait, faire un point of view sur un ballon, ça n'a aucun sens. Ça doit être Tu vois germant même. Faire un Je suis point sûr of que ça existe view- au cinéma, que des mecs ont fait ça. Où tu suis, Napoléon d'Abelgance. Oui, il y a ça dans le truc horrible de Luca Guadagnino, là, Challenger. À un moment donné, dans le match final, t'es genre. C'était la balle de tennis. Oui, bah tu vois, Andrew Lincoln, il a fait la balle d'arme, d'armement au début de Lord of War. Voilà, c'est suffisant. Mais c'est vrai que la captation, vous restez vraiment sur le. Il y a le point de vue de la balle dans Wanted de Timur Bekmambetov. Ah oui, voilà. Effectivement. Mais il y a pas eu la un flèche film. dans Robin des Bois. Voilà. Mais bon, je m'égare. Et dans C'est Les vrai Visiteurs, bon bref. Vous avez quand même dû resserrer quand même le truc parce que après, c'est vrai que si tu pars après de ce qui se passe en télé et ce qui se passe sur internet, après t'en finis plus. Mais disons que ça propose une piste, c'est une espèce d'hors-champ du bouquin où quand j'ai lu le truc sur la GoPro, je me suis dit tiens, j'ai directement pensé à la captation sportive. Je me dis tiens, il y a encore quelque chose qui est en train de se jouer, de nouveaux éléments, de nouvelles données, de nouvelles problématiques qui arrivent nous en tant que spectateurs et de comment en fait notre machine cérébrale va devoir un petit peu je trouve se remettre en branle. L'exemple de la GoPro, je trouve que c'est vachement intéressant pour ça parce que effectivement, alors moi j'ai pas la référence par rapport au sport, mais je me souviens qu'un des premiers films que j'ai dû voir tourner à la GoPro, ça devait être Léviathan, le film sur les pêcheurs. Ah oui, c'était incroyable. Sur les pêcheurs en haute mer. Ouais, et moi j'ai quel film souvenir incroyable. d'un film où tu avais presque le sentiment de regarder de l'art contemporain abstrait en fait. Et en fait, tu te rendais compte en fait qu'il te fallait du temps avant de comprendre le sens des images parce que tu n'avais pas ce recul qu'il y a dans le montage traditionnel où on va te faire des plans d'ensemble et comme ça toi ton cerveau il va repositionner les personnages avant une scène de dialogue, tu fais un plan d'ensemble puis après tu fais du champ contre champ en plan rapproché comme ça voilà, et puis quand ça devient un peu chiant tu reviens à un plan d'ensemble comme ça bah voilà, tu repositionnes toujours les personnages dans le cadre, les personnages dans leur espace. Parce que ça dépend du découpage et du cadre aussi. À un moment donné, il y a un texte qui parle de la dictature du cadre, sur le fait que avec une certaine forme de cinéma, notamment quand il y a des caméras plus libres où les contraintes physiques sont dépassées, normalement dans la dictature du cadre, le spectateur ne serait plus qu'un simple observateur, alors qu'avec une caméra plus libre, mouvante, plus opératique, finalement, ça permettrait de mieux s'immerger ou s'investir dans un univers. C'est qu'il reste un fantasme. Oui, malgré c'est un tout, fantasme. c'est ça qui est intéressant. Et c'est là la contradiction pour moi. Peut être mise en cause parce que notamment dans pas mal d'expériences de cinéma virtuel, ou en tout cas quand les caméras, quand le cinéma numérique, on va dire, sont arrivés, quand tu as eu des trucs comme les films de Joseph Kahn et compagnie. Donc c'est très rigolo, mais les mecs font vraiment n'importe quoi avec leur caméra, ça passe par un trou du cul, ça ressort par un pot d'échappement et compagnie. Là, pour le coup, tu vois, je trouve que l'investissement
émotionnel ou narratif ou l'immersion qu'on peut avoir pour le coup est totalement balayée justement par des plans de caméra qui sont a priori impossibles et qui te sortent presque de l'histoire. On va revenir peut-être sur le fameux plan de la théière de Panic Room, enfin de la caméra qui passe par l'anse de la théière de Panic Room, mais en fait c'est des choses que tu remarques directement aussi et qui finalement je trouve te sortent un peu. Oui, parce que c'est un de geste, l'immersion. parce que tu vois le geste technique et tu vois pas l'intérêt narratif de ce geste technique qui est trop mis en valeur par rapport à son intérêt narratif. Si tu prends le Torquay, tu parlais de Torquay ou Torque de La route sans flamme de Joseph Kahn. Super nanar, hein, pareil. Mais oui, c'est un film très drôle. Oui, c'est un film qui est incroyable, mais c'est vrai qu'au début, quand il est sorti, c'était Bouse intergalactique et compagnie, et au final, en fait, le film gagne à être connu parce que c'est un grand n'importe quoi. Peut-être qu'il fait n'importe quoi avec le dispositif immersif, mais en tout cas, ça reste un film qui fait date. Moi, j'ai souvenir d'un plan où tu vois une clé rentrer dans un truc de bagnole. Une clé énorme. Une clé énorme qui rentre dans une serrure de bagnole. Au final, le film, il a quoi? Il a 25 ans 20 ans. 20 ans. C'est sorti après Fast and Furious. Et au final, on en parle encore de ce film-là. Comme quoi, le nanar, en fait, c'est un film qui n'est pas si nanardesque que ça, et on en parle. Mais c'est un nanar rigolo, c'est un nanar sympa, c'est pas un nanar navrant, c'est un nanar qui est rigolo, c'est ce que je disais, justement qui est suffisamment dingo pour que ça soit rigolo à regarder en termes de nawak, quoi. En fait, il reboot notre conception du cinéma et un petit peu comment nous en tant que spectateurs on s'investit en fait. On n'est pas là pour parler de Torque quand même. Et justement, peut-être pour revenir sur Panic Room, sur parce qu'il est intéressant sur les plans de caméra impossibles. C'est qu'en fait, dans Panic Room, comme dans beaucoup de films de cette époque-là, et je pense que Torque aussi a fonctionné un peu de cette manière-là, le principe c'était de construire une sorte virtuellement un espace systématique en fait, de dire voilà, on va construire l'espace numériquement et dans cet espace, on peut faire naviguer la caméra un petit peu comme on veut. C'est ce que fait Fincher effectivement dans Panic Room, dans ce fameux plan séquence où la caméra part de la chambre de Jodie Foster. On visite tout l'appartement en fait, qui est entièrement donc mappé en 3D. C'est ça. On rentre dans la serrure à nouveau, hop, on passe par l'anse de la cafetière, etc. Donc l'intérêt, enfin moi ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est qu'il y a cette forme de fantasme de la libération totale du cadre. Il n'y a plus cette dictature dont tu parlais, mais en fait le paradoxe, c'est que malgré tout, ça reste un film de cinéma. C'est quand on voit le film en salle, il y a une dictature du cadre. C'est que finalement, on nous impose le cadre qu'a choisi Fincher. Et c'est pas systématique. Nous, on ne l'expérimente pas en tant que spectateur. C'est dans le jeu vidéo que ça va se produire. Où effectivement, on peut expérimenter. Et puis au cinéma, ça fait partie du confort du cinéma. Bien sûr. D'avoir un cadre, de se dire, je prête mon regard à quelqu'un d'autre, en espérant que ce quelqu'un d'autre va faire du bon travail avec le regard que je lui prête. Quoi. Voilà. Et il y a ces trucs justement sur dépasser la dictature du cadre dont tu parlais, il y a dans les jeux vidéo, mais il y a aussi dans différentes expériences muséales qu'il y a pu avoir. Il y a notamment tout un texte sur un collaborateur de Marc Caro qui depuis plusieurs années... ça c'est le texte de Laurent Lescaut, tout à fait. Qui depuis plusieurs années bosse en fait sur des expériences à 360 degrés, qui sont des projections, mais qui seraient aussi des films narratifs, mais qui voudraient proposer une genre de variation, de choses différentes justement sur la manière de raconter les histoires. Parce que moi, ce qui me questionne et ce qui m'intéresse aussi, c'est que sur tous ces nouveaux procédés, que ce soit les casques virtuels, le 360 degrés, la 4DX, l'immersion par le son, tout ça, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus de nouvelle manière de raconter les histoires, parce que de toute façon globalement les histoires ça va rester la même chose, ça va être gentil pour chasse méchant, machin aime machine, enfin globalement. Mais les histoires c'est quoi? C'est l'introduction qui nous le dit. C'est en fait c'est un jeu d'enfant dans une cour de récré. Même en fait avec le cinéma virtuel, on va dire qu'il y a des prouesses techniques, il y a des choses, des mouvements de caméra qui sont impossibles, mais la manière de raconter ou les histoires qui sont racontées sont globalement les mêmes que depuis un siècle au cinéma. À la fois, je pense que... Et on pourrait dire que c'est les mêmes depuis l'aube de l'humanité. C'est des formes industrielles. Oui, voilà, parce que avec James Cameron, par exemple, qui est quand même un commercial, il sait bien qu'il peut pas faire des trucs qui sont narrativement trop... expérimentaux, borderline. En même temps, c'est pas son truc, les histoires. Est-ce que tu voudrais voir du Bergman immersif? Évidemment. C'est déjà assez immersif comme ça, moi je trouve. Franchement, n'importe quoi immersif. Parce que justement, moi j'ai même du Marc Dorcel. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'article sur la distanciation. Et moi je trouve ça c'est intéressant de voir comment est-ce que justement prendre de la distance, c'est pas le contraire en fait de s'investir à l'intérieur d'un film, et que justement l'immersion et l'investissement c'est pas tout à fait la même chose. Et ça moi je trouve, parce que moi c'est vrai qu'il y a plein de films que j'aime bien. Moi ce que j'aime bien justement, pardon, dans le cinéma japonais, où il peut y avoir d'ailleurs par ailleurs aussi du fukasaku, caméra à l'épaule, machin, tout ça, mais moi il y a une partie du cinéma japonais que j'aime bien, c'est ça aussi. Moi ce que j'aime bien c'est les cadres. Je sais pas, chez Ozu par exemple, tu vas te sentir d'autant plus immergé dans la vie d'une famille ou dans la vie d'un couple, voilà, que t'es poliment sur le seuil de la porte en fait. D'autant qu'en plus c'est une culture normée qui n'est pas la tienne. Exactement, et que c'est en plus il y a des traits culturels et notamment des rapports au cadre qui sont assez particuliers quand même dans le cinéma japonais, dans l'art japonais d'une manière
manière générale. Et ça, je trouve ça assez passionnant, justement, cette idée de distanciation, parce que, et ça, tu le dis aussi dans l'intro, quoi, l'idée qu'il n'y a pas vraiment de raison d'opposer, en fait, quelque part, l'idée d'une immersion physique et d'une immersion mentale, en fait, que c'est deux registres différents et qu'on peut trouver du plaisir dans l'un ou dans l'autre, même si moi, à titre personnel, le 4DX, j'ai essayé une fois, je ne le referai plus jamais, parce que là, par contre, t'allais voir quoi, moi, j'avais vu le Godzilla japonais. Ah, Minus One. Ouais, Minus One, qui était moi que j'avais trouvé pas mal comme film, mais par contre, j'avais mal au cul en sortant. Non, mais voilà, par contre, les effets en fait, les effets d'immersion en fait, n'avaient qu'une seule conséquence, c'est de me faire sortir du film. Ouais, mais c'est des questions d'habitude aussi. C'est des questions d'habitude, c'est clair. Et je pense là aussi pour le coup une question de génération, c'est-à-dire que moi ce côté attraction foraine. C'est à la fois le retour de... Exactement ce que... Ah bah alors je te laisse venir. Mais justement, oui, sur la question de l'attraction, du ride, des montagnes russes, du Grand 8, tout ça. Donc tu reviens, d'ailleurs, je crois, JB, dans ton texte sur le cinéma virtuel, parce que les premiers films, notamment de Zemeckis, ont beaucoup été comparés à ça. Et ça revient plusieurs fois dans le bouquin, justement, sur la question de l'immersion, de l'attraction qui pourrait aller contre la narration. Et en fait, qu'est-ce que serait la différence entre l'attraction, parce que donc l'attraction va être attirée par une image, par une forme, je sais pas, par une actrice, par un plan, et il y a la question de l'immersion. Il y aura l'attraction en fait serait un phénomène plus court dans le temps que l'immersion, qui a priori pourrait fonctionner sur des séquences plus longues ou sur des... En fait, il y a plusieurs niveaux de réponse. C'est-à-dire que déjà l'attraction en soi, c'est un concept en fait qui a été rattaché au cinéma des premiers temps, notamment par André Gaudreau, dans son ouvrage Pour une nouvelle histoire du cinématographe, dans lequel il explique qu'il y a en fait deux grands moments, on va dire, dans le cinéma des premiers temps. Tu as le moment qu'on appelle la cinématographie attraction, où on n'a pas encore défini ce qu'était le cinéma, et en fait on fait des trucs qui sont attractionnels. Il y a pas encore de grammaire formée, quoi. Qui sont moins attirants, parce que tu entends les termes en termes d'attirance, mais en fait non, c'est d'attraction, c'est de l'attraction foraine. Pour le coup, on est là, le film présente des choses qui produisent chez les spectateurs un effet d'attraction comme ils pouvaient en ressentir dans les fêtes foraines, dans un les choc, exactement, une explosion, un train qui explose, je sais pas. Voilà, c'est ça. Donc ça n'a pas pour but de raconter quelque chose, mais de produire un effet physique chez les spectateurs. Quand ils sont là, oh les feuilles bougent, bah voilà, ça crée un effet. Le rire, le cri. Voilà, ça raconte rien. Et en fait, c'est plutôt après, à partir des années 1914, en fait, c'est là que la jonction se fait. Avec Griffiths, voilà, à peu près. C'est là qu'on parle de cinéma institution, où effectivement les formes attractionnelles vont être intégrées aux formes narratives. Et Gaudreau parle d'intégration narrative pour parler de ce moment où effectivement l'histoire à raconter devient primordiale, première, et l'attraction devient secondaire comme quelque chose qui va relancer l'intérêt de la narration et donc produire l'effet que le spectateur aussi vient chercher, parce qu'il est aussi avide de ces sensations-là, le spectateur de cette époque. Et de pouvoir du coup travailler sur des formes et des films qui sont plus longs. Parce que c'est-à-dire que l'attraction c'est facile sur des films de 3-4 minutes, mais tu peux pas fonctionner que là-dessus sur un film de 3 heures, surtout qu'à l'époque ils commencent à faire justement des grandes sagas comme les films de Griffiths, comme Cabiria, tout ça, donc t'es obligé d'avoir en fait quelque chose à raconter si tu veux que les gens restent dans la salle. Et ça c'est le deuxième niveau en fait, c'est que la question de l'attraction, au sens d'attraction foraine, c'est un dispositif de mise en situation du corps qui a été qualifié d'immersif justement par des chercheurs que j'évoque dans l'introduction, je crois, que sont David Bolter et Richard Gruzin, qui ont fait un bouquin qui s'appelle Remediation, et dans cet ouvrage ils expliquent qu'en fait l'immersion c'est le degré zéro de la médiaticité, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a rien qui médiatise notre rapport à la réalité, on voit pas un truc qui nous rappelle qu'on n'est pas dans cette réalité. Par exemple au cinéma il y a un truc qui est médiatique, c'est l'écran. La fameuse dictature du cadre, c'est aussi la dictature de l'écran, parce que c'est un cadre dans l'espace qui limite la vision. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit, et qui empêche fondamentalement de croire qu'on est véritablement, je veux dire, physiquement, dans l'univers du film. En attraction, dans une attraction foraine, dans un grand 8, il n'y a pas ça. On est directement dans le fauteuil qui va dans tous les sens, et il n'y a pas ce truc de médiatisation, ce qui fait qu'il y a une immédiateté totale de la sensation. Et ça, c'est ce que Bolter et Gruzin appellent l'immediacy, donc en anglais, l'immédiateté qui renvoie donc à l'immersivité. Et eux vont voir là-dedans, dans l'attraction foraine, justement une forme d'immersion. Et pour répondre à ta question, l'attraction cinématographique, elle véhicule une forme d'immersion en ce sens. Mais c'est beaucoup plus tardivement qu'on a rattaché les deux, en fait. C'est-à-dire que à l'époque, on ne parlait pas d'immersion, concrètement. C'est ça qui est marrant, c'est de se dire que c'est une certaine conception contemporaine qui va colorer la façon dont on regarde le passé et l'histoire. La tautologie. Exactement. Téléologie. La téléologie, oui, c'est ça. Oui, la tautologie, c'est les histoires de Toto. Oui, c'est ça. Bien connu. Je me disais aussi, je confonds, parce que justement, sur tous les processus, on parle d'immersion, donc 3D, 4DX, le HFR, la VR, le son Atmos, parfois tout ça dans le même film.
Un très bon article de Romain Muller d'ailleurs aussi sur Apocalypse Now, sur le système de sonorisation. Et le travail de Walter Murch. Donc, ça recouvre du coup énormément de champs très différents, mais on voit effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a la polysémie en fait du terme d'immersion et ce à quoi ça peut se rapporter, quoi. Et finalement, c'est quoi l'immersion, Jean-Baptiste? Mais on peut pas répondre à cette question. Il faut remettre les choses dans leur contexte. on a mis 400 pages. Bah oui, non, mais c'est ça. En fait, tout le principe de ce bouquin. C'est un vrai travail d'historien. Alors déjà, il faut séparer l'homme de l'artiste. C'est un vrai travail d'historien parce que la réponse en général, c'est on ne sait pas. Mais non, mais c'est ça. En fait, tout le bouquin cherche à déconstruire la notion, en fait, à montrer qu'elle ne fonctionne pas. Qu'on peut pas la définir en 2 mots. En fait, ça dépend du lieu où la question s'énonce. En fait, nous, ça dépend de cinéma, qui aussi regarde. On va donner une certaine définition. Si on en parle en jeu vidéo, on va donner une autre définition, etc. Et il n'y a pas de mauvaise définition. C'est vraiment toutes les définitions se valent. Ça a tellement rapport avec la subjectivité du spectateur, pas que du spectateur d'ailleurs, du créateur aussi, que là, tout de suite ça devient mouvant, quoi. Quand on regarde même le texte conclusif d'André Gaudreau, il est intéressant parce que lui, sa vision de l'immersion, elle est très particulière, elle est très personnelle. Il parle de son rapport intime aux œuvres qu'il a découvert jeune et qui ont produit en fait sa cinéphilie. Moi, je le trouve très touchant, ce texte-là, en fait, parce qu'on comprend la manière dont il a réfléchi à la manière dont il voyait le cinéma, en fait, à partir de ces films-là. Et c'est presque un texte qui fait retour sur sa carrière d'universitaire. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et pour le coup, il n'a pas une vision de l'immersion à part à la fin, qui est, on va dire, attendu. Il est vraiment sur autre chose, quoi. Et ça permet de comprendre que, effectivement, c'est même pas seulement que c'est subjectif, c'est qu'en fait, c'est contextuel. Il y a vraiment des contextes à la fois temporels et spatiaux, hein, si on va du côté de Roger Houdin. Et culturels aussi. Et culturels, etc. Donc, oui, ça va avec. La culture est rattachée aussi à un lieu, à une... Voilà. Et en fait, tous ces contextes différents font que cette notion ne peut pas fonctionner en tant que telle. Donc c'était un texte aussi très bien qu'on cite en intro, qui est un texte de Mathieu Triclot, qui est un chercheur plutôt dans le domaine du jeu vidéo, mais qui a fait un texte super qui s'appelle L'immersion n'existe pas. Oui, il montrait effectivement que même que le terme devient un obstacle pour comprendre ce que ça veut dire, en fait. Et du coup, c'est effectivement assez intéressant, et c'est souvent ce qui se produit quand on parle de grands concepts comme ça, un peu fourre-tout dans le domaine de la recherche universitaire. On se rend assez rapidement compte que c'est des textes qui ne sont pas fonctionnels en soi. On est obligé de les réinventer, de les... En plus, parce que c'est des termes qui sont utilisés par facilité ou par méconnaissance. Et puis en plus, il y a un aspect capitalistique, c'est-à-dire que l'immersion est présentée comme une espèce de spectacle plus. Oui, parce que donc il y a une différence aussi entre la notion d'immersion telle que vont nous la vendre les multiplex, et puis ce que moi j'entends par immersion en sens de quelque part mon rapport au film, ou en tout cas des moments dans des films où j'ai eu l'impression de vivre ce que vivaient les personnages, où j'étais en identification totale plus que d'habitude. Mais est-ce que c'est vraiment de l'immersion pour autant? Enfin voilà, ça pose aussi plein de questions sur toi, comment tu définis toi-même ce que ça peut être l'immersion. C'est en ça que je trouve que le bouquin est assez passionnant aussi, hein. Tu voulais pas voir Jean-Marie Poiret en 4DX? Là, par contre, serait bien immergé dans l'histoire. Si on me file un seau pour vomir, éventuellement. J'aimerais voir ça. Les Anges Gardiens. Les Anges Gardiens, ça remuerait dans tous les sens. C'est déjà très immersif. On te jetterait de la cocaïne. On te jetterait de la cocaïne et de la bave au visage pendant tout le film. C'est horrible. En tout cas, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est la question du format cinématographique, parce que c'est rapidement évoqué dans un texte, mais là je trouve que c'est intéressant en fait de faire le parallèle avec le bouquin qu'a co-dirigé Simon. Oui, sur les formats qui étaient parus au Pur aussi l'année dernière. Exactement. Donc voilà, un vrai travail d'équipe avec deux pour le bouquins. Coup, Grégory Wallet, comme dirait l'autre, ça fait sens. Ça fait sens. Voilà, ça fait sens. Et la question du format, je sais pas si il y a un article sur 70 mm. Il y a 70, voilà. Et puis il y a ce fameux cahier couleur. On a beaucoup réfléchi à ça avec Grégory. Oui. C'est qui est très bien. Comment est-ce qu'on le mettait en page, et puis on s'est mis assez rapidement d'accord sur l'idée que on voulait que certaines images soient en format cinémascope. Donc il faut retourner le bouquin pour voir les images. C'est cool ça. C'est ludique. C'est cool. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a eu le retour des directeurs de la collection, notamment Eric Touvenel, qui m'appelle en catastrophe, disant: oh mon Dieu, le bouquin de sortir demain, mais j'ai vu que dans le PDF les images sont pas à l'endroit. Je fais non c'est parce qu'en fait le bouquin va le tourner. C'est pas très malin. Non mais c'est vrai que sur le PDF ça donne l'impression qu'il y a une erreur, alors que quand t'as le bouquin en main, je trouve que ça marche. Ça paraît plus logique. Sur le PDF il y a les légendes sur le PDF. Il y avait les légendes sur le PDF. Peut-être, mais en fait il a jeté un œil très rapidement juste avant la sortie du bouquin. Donc Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc c'est De l'immersion au cinéma qui vient de sortir aux presses universitaires de Rennes, que tu co-diriges avec Grégory Wallet et Marc Christie. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Des coups de cœur. Fleuret, puisque tu veux parler. Moi, ça va être de la musique. C'est donc le groupe Le Prince Harry, groupe d'électro-punk, électro-clash belge,
que j'ai revu, je crois, pour la 3e fois à Rennes. C'était au Marquis de Sade vendredi dernier. Il faisait une chaleur à se damner. Les machines transpiraient tellement qu'elles ont bugué. C'était super bien. Super bien, et surtout les dernières productions en fait du Prince Harry, ça abandonne un peu les guides. C'était dans la cave du Marquis. Ouais, c'était derrière. Ouais. Ah ouais, il devait faire chaud. Oh, oh là là, ça devait sentir le fennec. On était bien. Mais voilà, toutes les dernières productions en fait, beaucoup plus de machines, ce qui n'est pas pour me déplaire, ça part dans un côté indus, c'est absolument merveilleux. Et ça hurle toujours autant, c'est super. Merci, docteur. Alors moi, ça sera une série que j'ai rattrapée il y a quelques années. C'est la 3e saison de American Crime Story, série de Ryan Murphy, side série de Ryan Murphy, créateur de American Horror Story. Et donc dans cette 3e saison, ça s'appelle Impeachment, et donc sur l'affaire Monica Lewinsky. Et moi, j'ai trouvé ça super. Surtout que c'est Monica Lewinsky avec des épisodes où ça devient quasiment les 3 jours du Condor, quoi. C'est-à-dire où c'est traité en mode film d'espionnage avec des vrais trucs de tension, et un regard, moi je trouve hyper empathique vis-à-vis de Monica Lewinsky, avec un monde de salauds, de salauds médiatiques, politiques, d'ordures qui livrent en pâture une gamine à la vindicte populaire où tout le monde est en train de s'intéresser à son cul. Enfin, en fait, moi, ça m'a réactivé le souvenir que j'avais moi de cette histoire-là où c'était assez lointain. Et effectivement, c'est. Il y a plein de gens, c'est pas beau, quoi. Il y a plein de gens, c'était pas élégant, quoi. C'était pas élégant, comme tu dirais. T'avais envie de dire, foutez-lui la paix, quoi. Franchement, quoi. Mais très bien, très bonne série. Merci, docteur. Jean-Baptiste, vous me faites plaisir. Là. Oui, parce que j'ai vu tellement de trucs absolument nuls. C'est là pour le coup, la citation de Batman était parfaite. Pour ma semaine de cinéma était affreuse. Alors que là, ce que t'as vu, mais j'ai quand même regardé Gigardanta Double X de Kartik Subbaraj. Un des meilleurs du cinéma indien. C'est vraiment génial. C'est vraiment donc le pitch en fait, c'est un type qui se fait recruter. Il nous reste 2 minutes, Jean-Baptiste, on n'a pas le temps. Non, mais qui doit assassiner un espèce de gangster qui veut tourner le premier western avec un acteur de couleur. Et ce type donc est engagé pour le tuer. Donc pour ce faire, il va se faire passer pour un metteur en scène et mettre en scène le film avec lui. Au début, il y croit pas du tout, et évidemment, il va s'investir de plus en plus parce qu'il va comprendre que le cinéma est une arme politique. Et c'est un film radical en termes. Un film de turbo-gauchiste. En termes politiques, c'est vraiment mortel. Une tamoule. La fin est incroyable, hyper bouleversante, quoi. Chef-d'œuvre. Une force, alors que le début, c'est une cartoon débile, on comprend rien. C'est de la pantalonnade. C'est une vraie pantalonnade, mais à la fin, c'est les poils et tout. C'est vraiment très très fort. Chef-d'œuvre. Ouais. Merci. Sinon, moi, c'est un autre film indien, Malayalam, qui est sorti il y a 5 ans. Ayapunam Kashium, réalisé par Sachi, en fait, sur un flic qui va bientôt partir à la retraite. Un jeune voyou qui connaît plein de monde la lui fait à l'envers. Les deux vont se vouer une haine pas possible et vont passer après 2h45 à se faire les pires crasses possibles, se foutre des coups de tractopelle dans la gueule, menacer leurs femmes et leurs enfants, se foutre des coups de claquettes avec des relevages de doty qui sont bien sentis, et ça finit un peu comme un genre de faux feel good movie. C'était formidable. Wow. Voilà. Ok. Merci Margot à la mise en son de cette émission. Merci messieurs. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu vous présenter votre ouvrage. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, le spécial Dennis Hopper. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Salut.